Alors, quelques conseils pour réussir les quiz des leçons 15 à 19. La leçon 15 nous explique comment distinguer la conjugaison à laquelle appartient un verbe. Il faut savoir que les verbes latins sont répartis en 5 catégories. Ces 5 catégories sont assez simples à distinguer. Il suffit de regarder 2 des 5 formes primitives ou temps primitifs donnés par le dictionnaire en tête d'article correspondant à chaque verbe. La numéro 1, première personne du singulier de la forme du présent indicatif, et la troisième, le présent actif du mode infinitif. Donc si vous avez la combinaison au, amo, j'aime, are, amare, aimer, vous avez affaire à un verbe de la première conjugaison. Et je vous laisse découvrir les autres combinaisons. Il est important de connaître cette distinction des catégories de conjugaison et donc de verbes parce qu'elle a cette distinction des incidences dans la conjugaison du présent de l'indicatif. Alors tout d'abord, ce qui est simple à retenir, ce sont les désinences. Les désinences, ce sont les 6 personnes contenues à la fin du verbe. Au correspond à je, S correspond à tu, T à il ou elle, etc., etc. Ça, c'est pour la voix active. Pour connaître le présent passif, il faudra terminer les verbes par 6 autres désinences qui ressemblent aux premières. Or, je, à la voix passive, ris égale tu à la voix passive, tour égale il ou elle à la voix passive, etc. De même pour les infinitifs, nous avons une forme plutôt régulière en ré qui termine, qui vient s'ajouter au radical des verbes des 5 conjugaisons, amarrer, aimer, abérer, avoir. Et cette désinence d'infinitif présent au passif est un petit peu moins régulière puisque nous avons ri à la conjugaison dans la première conjugaison, ri pour la deuxième également, et pour la quatrième. En fait, c'est pour en fait, si vous êtes à peu près attentif, vous remarquerez qu'il s'agit, la première, la deuxième et la quatrième, il s'agit des 3 conjugaisons, des 3 catégories de verbes qui voient leur radical se terminer par une voyelle longue. A, E, I. Alors il n'y a pas la mixte. Pourquoi? Parce que la mixte, la conjugaison mixte est vraiment porte bien son nom parce qu'elle prend les terminaisons personnelles à la conjugaison 4. On peut le voir dans le tableau. Regardez, on voit bien que audis, capis, audit, capit, etc. Les terminaisons sont identiques. Mais en revanche, la conjugaison mixte va prendre les formes d'infinitif ere à la conjugaison numéro 3, frangere. Et ça va se retrouver à la voix passive. Capi, être pris, frangi, être cassé. Donc voilà pourquoi on appelle cette troisième conjugaison la mixte, parce qu'en fait c'est davantage une catégorie qui ressemble finalement à la troisième conjugaison en ceci qu'elle n'a pas de radical qui se termine par une voyelle longue, mais elle prend toutes les désinences personnelles malgré tout à la quatrième conjugaison. Bon, là le dialogue est à lire, n'apporte rien de particulier. Notez tout de même au-dessus du dialogue, je viens de l'apercevoir, les formes irrégulières d'infinitif présent de vouloir, ou est, et qu'on retrouve dans le français d'ailleurs velléitaire, velléité, et esse, qui ferait penser à essence, essentielle. La leçon 17 est un cours sur les négations. Alors, la négation que vous connaissez bien, c'est non, qui porte en fait sur des faits réels. Elle est concurrencée, cette négation, cet adverbe de négation est concurrencé par aud, qui peut avoir cette caractéristique de ne porter que sur un seul mot, le plus souvent un adjectif, un verbe ou un adverbe. Audskio, par exemple, je ne sais pas.
Alors, comme en français, nous avons bien sûr une coordination négative, hein, et ne pas. Alors, ça ne sera pas et non, mais ce sera nec qui exprimera cette double classe grammaticale qui est la conjonction de coordination associée à un adverbe de négation. Nec, neque devant voyelle. De même, la double coordination ni sera rendue par nec. Je ne puis non possum, ni penser, nec cogitare, ni écrire, nec scribere. Nous en profitons pour examiner la conjonction de coordination et sa signification qui est en rapport avec une forte opposition, hein, mais au contraire, je suis heureux, sed beatus sum. Alors, à partir de certaines de ces négations simples, nous pouvons composer des négations. Donc, je vous laisse les regarder. L'une d'entre elles nous est assez connue, hein, c'est le non-iam, qui veut dire ne plus. Les autres, nous les avons vus assez rarement finalement dans les textes rencontrés en cours. On notera le non-dum, ne pas encore. Et vous voyez, où on reconnaît que on utilise des éléments exprimant purement la négation, ne, non, aud, pour construire une négation composée, donc qui exprime le temps, le lieu, par exemple, et plusieurs aspects du temps, hein, parce que ne pas encore peut, d'ailleurs, qui est exprimé de deux manières différentes, ne pas encore, ça n'est pas ne plus. Alors, pour la leçon 18, peut-être un peu plus simple, c'est une leçon qui est consacrée au cas nominatif. Donc, ce cas nominatif a lui-même, alors on le rattache le plus souvent au sujet, mais il ne faut pas oublier que il exprime également l'attribut du sujet, hein, la fonction attribut du sujet. Par exemple, puella parva est, la jeune fille est petite. Parva est un adjectif dont la fonction est attribut du sujet. Donc, ensuite, la leçon nous rappelle la fonction que la fonction d'attribut du sujet est en lien bien sûr avec un verbe d'état. Donc nous connaissons être et c'est, mais il faut penser à ces verbes dits attributifs. Hein. Donc, parmi eux d'ailleurs 4 se conjuguent uniquement à la voix passive. Ils sont en vers: fieri, devenir, videri, sembler, nasci, naître, mori, mourir. Et le 5e, manere, qui a donné des mots en français comme permanence, hein, bien entendu. Manere veut dire rester. C'est un verbe de la 2e conjugaison. Par exemple, pueri beati manent, les enfants demeurent contents. Donc voilà, cette fonction est assez souvent confondue avec le COD, donc faites attention, bien sûr, si un sujet se voit relié par l'intermédiaire d'un verbe d'état à une qualité, là nous allons avoir affaire, bien sûr dans toutes les langues, à la fonction attribut du sujet. N'oublions pas que l'attribut du sujet peut se rencontrer avec certains verbes passifs qui expriment la transformation, le jugement, le choix. Cette phrase célèbre, Homerus caecus dicitur, Homère est dit aveugle, va se traduire par on dit qu'Homère est aveugle. Là encore, caecus est un adjectif qui est un nominatif car c'est un attribut du sujet, mais d'un verbe finalement par l'intermédiaire d'un verbe passif, nous avons relié cet adjectif à un sujet. De même, l'exemple qui précède est à peu près similaire. Servi beati creduntur, littéralement les esclaves sont crus, beati heureux, on va le traduire par la tournure très pratique, impersonnelle, que nous permet le pronom on croit que les esclaves sont heureux.
Notez que ABO, qui veut dire avoir, que vous connaissez bien, quand il est à la voix passive, il se traduit volontiers par être considéré. Le jardin est considéré comme grand, hortus, habetur magnus. Dernière leçon, une introduction à la forme comparative des adjectifs. C'est une leçon qui est assez dense, mais bon, pour des élèves de 3e, il n'y a pas de grandes difficultés dans le sens où vous êtes censé connaître la 3e déclinaison des noms qui correspond à cette 2e classe des adjectifs. Et en effet, pour mettre un adjectif au comparatif, il va falloir que ce soit à l'origine un adjectif de première classe ou de 2e classe, il va falloir lui donner un suffixe qui se décline sur le modèle de la 3e déclinaison. Regardez. Voilà, la nouveauté de ce tableau réside dans les colonnes 3 et 4, hein, gravior, gravius. En fait, si j'ai ajouté les 2 premières colonnes vetus, c'est pour bien montrer que le suffixe de comparatif, donc ior pour les masculins féminins, ius pour les neutres, il va suivre une déclinaison qui est celle des imparicillabiques que j'ai choisi de représenter par l'adjectif vieux, ancien, vetus. Ainsi, le suffixe du comparatif de supériorité est bien ior, ius au neutre pour les adjectifs neutres. Alors, on regarde à présent ce tableau. Il est important parce que il énumère, il fait la liste de 6 adjectifs qualificatifs qui sont irréguliers. Melior veut dire meilleur. C'est le comparatif de supériorité de bonus. Peior, pire. Maior, plus grand. Minor, plus petit. Alors on note que ces 2 derniers sont irréguliers en latin mais pas en français. C'est également le cas de propior, plus proche, et plures, plus nombreux. Dans la colonne de gauche, ce sont des adjectifs qui vont présenter une forme au comparatif de supériorité plus régulière. Doctior veut dire plus savant. Miserior veut dire plus malheureux. On n'oublie pas la terminaison des neutres, hein, doctius, hein, pour qualifier un nom neutre et pour associer ce nom à un adjectif au comparatif de supériorité, mais de forme neutre, doctius, plus savant. Donc bien sûr, certaines de ces formes sont plus compliquées que d'autres à former, notamment quand nous avons affaire à des adjectifs de 2e classe, hein, sur le modèle de la 3e déclinaison. Par exemple, Félix, heureux, va donner Felicior. Alors pourquoi ce C? Parce que il nous faut repartir de la forme du génitif, hein, Felicis, pour lui associer le suffixe ior. Felicior, plus heureux. De même pour potens, nous avons le génitif potentis. Nous prenons le radical du génitif et nous ajoutons ior. Potent, ior, plus puissant.